Je voudrais reparler un petit peu de l'illusion et notamment des 5 facettes de l'illusion qui sont importantes à voir dans leurs différences. Je les ai définies en 5 facettes. Ce n'est bien sûr pas exhaustif, mais c'est un moyen de les repérer. Et en voyant bien, et je le répète, que l'illusion est la source de la souffrance. Alors, on peut effectivement se dire que l'illusion s'oppose à la réalité, ce qui n'est pas le cas. La réalité n'a pas de contraire. La réalité est la vie elle-même. On ne peut pas faire l'expérience réellement de la réalité parce qu'elle est toujours masquée par l'illusion. L'illusion étant les phénomènes auxquels nous assistons dans la vie tout simplement. Ces phénomènes sont ce qu'ils sont et sont interprétés et interprétables par le mental. Donc, vouloir en finir avec l'illusion n'est pas de vouloir aller dans la réalité. C'est juste d'observer l'illusion par elle-même. Et comme je disais, il y a une phrase qui est intéressante qui dit que l'ultime illusion, c'est quand on a la croyance qu'on s'est libéré de toutes les illusions. Donc, même la fin de l'illusion est une illusion en elle-même. La première des illusions qui nous amène quand même beaucoup de tracas, c'est la croyance que la vie et les choses s'organisent à partir de mon intelligence, à partir de ma volonté, à partir de moi. Donc, ce qui fait que dans cette croyance, je suis toujours en combat. Combat parce que tous les actes que je pose, si ils sont réussis, ça va m'amener à un schéma d'orgueil en me disant si j'ai réussi, c'est que je suis intelligent, que j'ai posé les bons actes. Donc ça va renforcer le sentiment en fait d'ego et ça va nous donner ce sentiment de supériorité. Et inversement, dans cette illusion, quand j'échoue, ça m'amène à la culpabilité, c'est-à-dire à la croyance que si ça n'a pas fonctionné, si je n'ai pas obtenu ce que je pensais, c'est que j'ai posé les mauvais actes, que je n'ai pas été assez intelligent ou que j'ai été dans l'erreur. Donc ça va nous amener dans la culpabilité. Donc l'un comme l'autre, cette croyance que tout dépend de mon intelligence est quelque chose qui est extrêmement douloureux parce que ça va nous couper de la relation avec les autres et nous couper effectivement du fait d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont. Dans cette première illusion, elle nous ramène à bien comprendre que ce soit nos pensées, que ce soit nos intentions, que ce soit nos croyances, que ce soit nos réactions. Rien ne dépend de moi. Tout fait partie d'un schéma conditionné, que ce soit génétique, que ce soit éducatif, que ce soit des idées que j'ai sur moi-même. Tout fonctionne à partir de cet endroit-là. Un événement, quel qu'il soit, est complètement neutre en lui-même. C'est uniquement l'interprétation que je vais en faire à partir de mes croyances, à partir de mes conditionnements. Si effectivement je regarde un événement sans lui donner une valeur, sans lui donner une mesure, mais qu'il est accueilli pour ce qu'il est, c'est-à-dire un événement qui va soit m'apporter une satisfaction, soit qui va m'apporter une contrariété, ça signifie
uniquement que cet événement va se mettre en résonance avec une croyance, avec un jugement, avec un schéma d'éducation. Et ça peut se mettre dans des schémas très, très simples. Il suffit que vous soyez avec... vous rencontrez une personne qui ne vous dit pas bonjour, immédiatement on va se sentir blessé. On va se sentir blessé, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle ne me dit pas bonjour, ou je vais me sentir blessé parce que mon éducation fait que l'on doit dire bonjour quand on rencontre quelqu'un? Bon, la réponse, tout le monde sait que c'est la seconde. Donc, la moindre de vos réactions est basée sur ce schéma de penser que tout dépend de vous. Il y a sa corollaire qui va ensemble, c'est et qui, je dirais, complète cette première illusion, c'est l'illusion donc d'être une personne isolée. Si je suis une personne isolée, il y a moi et le monde. Donc je vais être en permanence dans un besoin de me défendre, dans un besoin de me protéger, dans un besoin de trouver des solutions pour exister, des solutions pour être reconnu, si on peut dire. Vous voyez? Et forcément, dans ce schéma d'être une personne isolée, ce qu'on vit tous en fait, hein, parce que c'est une illusion qui nous est commune à chacun de nous, le fait, ce n'est pas de se dire je ne suis pas une personne isolée, mais je suis dans mon fond intérieur, dans ma structure, je suis dans l'universalité. Parce que ça, ce n'est qu'un phénomène mental, c'est se raconter une histoire. Tant que je ne vis pas quelque chose, je n'ai pas à m'en préoccuper. Mais je peux constater ce que je vis. Et dans ma vie, qu'est-ce que je constate? Que je suis tout le temps dans un besoin de prouver aux autres, dans un besoin de me défendre, dans un besoin de trouver des solutions, dans un besoin d'essayer de me libérer de la souffrance. Et cette illusion-là génère l'implication que je mets dans ces propos-là. Que je sois une personne isolée, c'est un fait. Mais que je me vive comme une personne isolée, ça c'est une pathologie. C'est ça la différence. Tout le monde me suit là? Non? Que je sois isolée, c'est-à-dire physiquement, c'est ça? Physiquement, c'est un constat. Il y a moi et il y a l'autre. Donc, nier cette évidence-là, c'est de la stupidité. Mais penser que je suis unique et que mon mode de fonctionnement, ma manière de voir est individuelle, ça, c'est une pathologie. Parce qu'à ce moment-là, je suis en combat avec l'autre. Tandis que la réalité, c'est que dans ce phénomène de l'illusion, c'est l'unique qui est dans la multiplication. C'est-à-dire que la pure conscience est divisée et multipliée dans toutes les formes et elle va se manifester à travers le conditionnement particulier de la forme. Donc, je peux dire effectivement dans mon schéma, je fonctionne de cette manière par rapport à mes conditionnements, comme je l'ai dit, par rapport à ma manière de percevoir les choses, donc par rapport à mon éducation, mais ce n'est que la forme, tandis qu'au niveau du fond, tout être humain aspire aux mêmes choses, c'est-à-dire à l'amour, aspire à la quiétude, aspire à l'harmonie. Donc en finir avec ces deux illusions, c'est uniquement de voir que ça existe, mais ce n'est pas réel. De la même manière que... C'est compatible, exister. Bien sûr, bien sûr.
Si on regarde nos rêves la nuit, ils existent, mais quand on se réveille le matin, comme on est conscient que ce ne sont que des rêves, ils ne sont pas réels. Donc on n'en fait pas une histoire. On ne va pas essayer de régler quelque chose ou de résoudre quelque chose. On le vit uniquement pour ce que c'est, tout simplement. Dans mon schéma d'être une entité isolée, c'est un petit peu ce que l'on a fait ce matin dans cet exercice-là, il y a juste de voir que c'est isolé dans le sens où ce qui est vécu, ressenti, se situe à un endroit unique. C'est-à-dire que l'émotion que vous aviez, elle était dans cet espace de conscience que vous êtes pour l'instant. À côté de vous, Evelyne avait une expérience émotionnelle particulière dans son espace. C'est uniquement le fait que dans notre incarnation, quelque chose est situé avec une limite. Mais si on sort de cette identification au corps et au mental, on va pouvoir constater que tout est vécu au niveau de la conscience en simultané. Mais le fait que ça soit vécu en simultané n'est pas identifiable parce qu'il n'y a pas les 5 sens qui pourraient le conscientialiser. D'où effectivement la nécessité de l'incarnation. Je ne vais pas trop loin là, c'est bon? Hein, c'est un peu... Oui, mais c'est... Voilà, c'est un petit peu l'explication et... C'est juste la conscience à différents niveaux. Par exemple, il pourrait y avoir, admettons, la colère qui soit vécue là, la joie qui soit vécue là, hein, on pourrait dire comme ça, hein, et la tristesse ici. Personne, ce serait des énergies complètement neutres. Elles seraient totalement inconscientes. Donc, la vie ne pourrait pas expérimenter. Pour qu'elle expérimente, il faut qu'elle ait conscience d'elle-même. Et la forme humaine permet cette conscientialisation de l'expérience. Avec la contrepartie qu'elle nous donne un sentiment d'individualité. Et donc, l'illusion, c'est de s'enfermer que dans ce schéma, en fait, d'individualité. Si en nous, comme dans la proposition d'exercice ce matin, vous vivez dans l'espace d'accueil où se produisent les choses, vous êtes en train, à ce moment-là, de commencer à libérer les limites individuelles. Et immédiatement, l'effet immédiat, c'est un relâchement du mental et une ouverture du cœur à ce qui est. Et immédiatement, il y a de la paisibilité, de la tranquillité qui s'installe de fait. Est-ce qu'il y a des questions sur les 2 premières illusions? Donc ce sentiment, effectivement, que la vie est régie par et à partir de ma propre intelligence, et l'illusion, effectivement, que je suis une entité isolée. Non, ça va jusque-là? Juste une petite chose, pour la seconde illusion. Ce que j'ai ressenti, quand tu l'as expliqué là, il y a 5 minutes, c'est comme si c'était le prix à payer de cet isolement pour pouvoir que la vie expérimente ce dont elle a Oui, expérimenté. c'est le but. C'est pour ça que la... Pas échapper. Non, on ne peut pas y échapper. De pas y tomber dedans. C'est simplement de savoir accepter ce qui est. La condition humaine n'est pas une condition individuelle. C'est juste un espace où peut se produire quelque chose qui va être conscientialisé. C'est juste ça. À travers les 5 capteurs en question. C'est ça. Toute forme expérimente à partir de sa capacité à expérimenter. Hein? Ça vaut pour tout le vivant sur la surface. Sur tout le vivant. Quelle que soit la forme,
l'expérimentation va être en fonction de la forme et sa capacité à vivre l'expérience. C'est ça. Et l'être humain est celui qui a les sens les plus élevés. La troisième illusion, c'est une illusion, je pense que c'est une des illusions qui amène beaucoup de souffrance. C'est ce fait d'accorder énormément d'importance à ce qui est transitoire, à ce qui ne dure pas. Donc que ce soit un travail, que ce soit l'affectif, que ce soit nos possessions matérielles, que ce soit même la vie, on s'accroche à quelque chose de transitoire. Et on veut le faire perdurer coûte que coûte. Est-ce que le transitoire et l'impermanence, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, oui. Oui, bien sûr. On entend toujours dans l'impermanence que toute vie est impermanente. Oui, et bien sûr. Si on s'accroche à quelque chose, c'est juste au fait que ce soit impermanent. Disons que... C'est pour ça que j'arrive pas à saisir que l'autre fois je t'avais demandé une traduction. La vie n'est pas... La vie est permanente. La vie elle-même, c'est la trame de toute chose. Donc elle est permanente. On peut l'appeler la vie, on peut l'appeler pure conscience, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler ce que l'on veut. Donc ce qui est dans l'impermanence, c'est tout ce qui est observable, tout ce qui est manifesté. Tous les phénomènes ont un début et ont une fin. Toute chose à un moment n'existait pas, puis se met à exister, puis disparaît. Que ce soit tout ce qui est né, et ce n'est pas la vie, tout ce qui est né doit mourir. Il y a un temps, et tout ce qui est né se développe dans un espace et dans un temps. Ce temps est plus ou moins long. Ça peut être un instant, ça peut être une pensée qui n'était pas là, puis tout à coup elle est là et elle devient importante, et puis elle disparaît. Et on peut le reporter à toute chose dans notre vie, toute expérience, tout phénomène est impermanent et transitoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de permanent en nous, en fait? Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est permanent? C'est ce qui sous-tend tous ces outils. Ouais. Notre conscience, enfin, ou notre énergie, notre âme, comme on peut l'appeler. Non. Tout ce que vous pouvez décrire ou mettre un mot dessus est transitoire et est impermanent. Même l'amour? Même l'amour, oui. L'amour, quand il est manifesté au niveau humain, hein, entendons-nous bien. Hein? C'est impermanent. Qu'est-ce qui est permanent en nous? Qu'est-ce qu'on peut... voilà. Qu'est-ce que vous pouvez trouver en vous de permanent ou qui vous semble permanent? Notre conscience. Non, parce que votre conscience est observable. Vous l'observez, ou vous pouvez dire « c'est ma conscience ». Oui, mais quand vous en parlez, votre conscience est individuelle. Une fois qu'en tant que Claude vous disparaissez, qui va observer votre conscience? Oui, 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 c'est juste ce que vous dites, bien évidemment. C'est-à-dire que ce qui est permanent n'est pas nommable, n'est pas observable. On peut dire l'éternel, on peut dire Dieu. Après, c'est selon les cultures, selon les croyances. Mais du coup, C'est un mot. Enfin, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une illusion? rien. C'est pas nommable. C'est pas nommable. Ça, pourquoi pas? Mais par contre, quand on... Tout à fait. Quand vous vous mettez dans votre silence intérieur, juste silence, voyez, à ce moment-là, vous pouvez ressentir ce qu'on appelle la présence. Voilà. Il n'y a que ça qui n'est pas observable,
mais qui est constatable. Vous voyez, sans pouvoir mettre de mots dessus, hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça ne peut, et c'est ce que disait Claude, c'est juste quelque chose qui est vu. Moi, ce que je trouve difficile, je trouve que c'est très ténu entre cet instant où il peut y avoir cette perception-là, et où tout de suite, il va y avoir... parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de me nommer à l'intérieur de moi, à un moment donné, et du coup, je repars dans des croyances, des représentations, etc. Quoi. C'est ça. Donc, c'est pas partageable, du coup, presque. Non, vous avez raison. Vous avez raison. C'est dur pour moi. Oui, parce que... De ne pas pouvoir partager ça. Et vous ne pouvez pas le partager. Pour le partager, il faudrait que ça soit divisé. Tandis que c'est la base de tout. Donc, dans cette base-là, il y a unité. Et ceux qui l'observent, c'est uniquement le mental avec les conditionnements, avec l'individualité. Parce que quand vous allez en parler à partir du connu. Si je vous demande de regarder dehors l'arbre, je le nomme comme ça, je vais vous dire qu'est-ce que vous voyez. Vous allez me dire c'est un arbre. Logique. Et si je vous demande mais comment vous le savez, vous allez me dire parce que je le vois. Et si je vous dis mais comment ça se fait, vous allez dire parce que j'ai appris que ça s'appelait un arbre. Et immédiatement, vous êtes dans le connu, vous êtes dans le mental. Et on est bloqué dans ce schéma-là. Mais je le répète, ce n'est pas un problème. Il y a simplement le fait de ne pas s'enfermer à l'intérieur de cette réalité-là, en pensant effectivement qu'à partir de là, on peut se libérer de l'individualité. Il n'y a qu'à vivre l'individualité d'une manière complète et totale, sans rien vouloir modifier. Je ne peux pas modifier ce dont je ne suis pas à l'origine. Je ne peux que le vivre tranquillement, sans effort, en l'accueillant complètement. Et à partir du moment où il y a un véritable accueil, sans qu'il y ait de questionnement, sans qu'il y ait de choses qui soient posées, d'étiquettes, il y a un décalage qui peut se produire hors du conceptuel. Et dès que qu'on quitte ce schéma du conceptuel, on n'a plus envie de partager. Parce on ne vit plus dans l'individualité, mais on se met au niveau de l'universalité. Donc nous sommes tout le temps dans la notion de partage. Je ne peux pas trop l'expliquer autrement, hein. Il n'y a que ces mots-là. Okay. Exactement. Et en plus, même dans le mot, c'est quand même, je trouve que ce mot-là, il est vraiment stupéfiant. Comment taire ? Il a un paradoxe, ce mot, qui est extraordinaire. Donc, bien sûr, quand cette croyance d'être une individualité disparaît, il n'y a plus de spectateur. Il y a juste ce qui est. Ce n'est pas un état qui vous est inconnu, hein, c'est un état, chacun le vit à différents moments. Ça peut être devant la télévision, ça peut être en étant devant un spectacle quel qu'il soit, ou dans un moment de tranquillité. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas d'individualité. Il n'y a pas de moi. Il y a juste cet instant qui est accueilli. Donc effectivement, dans toute la difficulté, c'est cette croyance à l'individualité. Tout est basé, toute la souffrance est basée là-dessus. Toute la lutte est basée là-dessus parce que il y a une recherche permanente de trouver la quiétude, de trouver la paix. Il y a une fuite au niveau de la souffrance. Et ça, je vais le voir sur la dernière. Donc la quatrième illusion,
c'est une illusion qui fait couler beaucoup de larmes, en fait. C'est l'illusion, en fait, de l'âme sœur. Oui, c'est une illusion qui est très, très douloureuse. C'est-à-dire qu'il y a la croyance que sur la Terre, il y aurait une personne qui aurait la capacité de nous donner le bonheur parfait ou de nous donner la souffrance, bien évidemment, si on la perd. À partir du moment où vous êtes libéré de vos schémas égotiques en projetant sur l'autre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le schéma oedipien, en disant à l'autre « faut que tu m'apportes tout ce qui me manque », et si tu m'apportes tout ce qui me manque, peut-être que je ferai pareil pour toi, hein, mais peut-être. Donc on rentre dans un schéma de souffrance obligatoirement, parce qu'on s'aperçoit très vite que l'autre ne peut pas combler nos manques. Quel que soit ce qu'il fait, il comblera jamais les manques qui ne sont en fait que des illusions, juste qui sont liées à la croyance que ce que je vis, il me manque quelque chose pour être apaisé. C'est la recherche de la fuite de la souffrance. Donc, quand deux personnes ont réglé leur histoire oedipienne et deviennent autonomes dans leur vie, à ce moment-là, il va y avoir véritablement la rencontre au niveau du partage. Et à ce moment-là, une vraie histoire d'amour et non une histoire affective va pouvoir se construire. C'est dès que je vais ressentir l'émotion, immédiatement je vais ressortir l'histoire. Et le jeu, effectivement, va de nouveau vouloir trouver une solution. Donc il y a un jeu de rôle à l'intérieur. Et l'illusion de la libération ou de l'éveil, c'est que ce jeu personnel pense qu'il pourrait vivre un état de félicité. Et le jeu personnel ne peut pas trouver cet état de quiétude. Il est en permanence soumis à toutes les émotions qui se manifestent. Et il est là pour les constater. Mais si il y a disparition de cette entité-là, les choses se produisent comme ça s'est produit ce matin quand on a fait l'exercice. Ça se manifeste, vous le voyez, mais il n'y a pas eu d'identification. Et hop, ça disparaît, comme c'est venu.